Bonjour, bienvenue donc à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière. Je vous rappelle le thème principal, donc être acteur dans sa ville. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Georges Poirier, qui a plusieurs casquettes, donc qui fait du théâtre, qui est aussi un historien passionné de l'histoire de Lyon, et qui partage cette passion avec des gens qui veulent bien découvrir Lyon à travers ses récits, ses anecdotes, etc. Voilà. Alors, avant donc de faire les présentations, je remercie comme d'habitude l'équipe de la Web TV, donc Cyril qui aujourd'hui est à la technique, puisque Lucas, pour des raisons scolaires, ne peut pas être là, Brigitte qui va présenter les news et l'émission avec moi, Corinne qui s'occupe du chat avec Hector, et qui aussi nous fera la petite surprise du petit jeu en fin d'émission. Voilà. Donc, bienvenue à Georges, donc bienvenue à toi, bienvenue merci de nous avoir. Merci de me recevoir. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, alors d'abord, on est à Saint-Priest, donc est-ce que toi tu es né à Saint-Priest? Alors je ne suis pas né à Saint-Priest. Alors depuis combien de temps vis-tu à Saint-Priest? Moi je suis pas né très. Enfin je suis né loin, puisque je suis né à Châtellerault, mais je me suis installé très jeune à l'Arbrel, qui est quand même dans la grande périphérie de Lyon maintenant. Et je suis arrivé officiellement à Saint-Priest en septembre 1986 pour prendre la direction adjointe du collège Colette. Ah, Colette, oui. Voilà, donc tout le monde connaît Colette, oui. Il y a un paquet de gens qui y sont passés, et puis je pensais, comme tout principal adjoint, un jour devenir chef, et m'en aller assez vite pour faire une carrière. Cette profession, en gros, c'est 3 ans dans un poste, et puis je suis resté pour d'autres raisons dont on parlera sûrement tout à l'heure. Et puis j'ai changé de poste plus tard, et je suis quand même resté à Saint-Priest. Et au moment de ma retraite, de la pension, comme dit l'autre, et ben je suis resté à Saint-Priest. D'accord. Donc actuellement, tu n'as plus d'activité. Je suis sans prio. Tu es sans prio, mais pensionné. Je suis pensionné. Sans prio pensionné. Sans prio pensionné, parce que le terme c'est bien une pension. D'accord. Voilà. Alors, donc comme je disais en début, tu as plusieurs casquettes finalement, hein, et on t'a invité un peu pour ça, par rapport à toutes tes passions, et notamment donc la découverte de la ville de Lyon, l'histoire de Lyon. Enfin, Lyon te passionne visiblement. Alors, oui. Peux-tu nous parler de ta passion pour l'histoire? Je t'explique en 2 mots. J'ai une carrière un peu ponctuelle. En fait, je suis de mon premier métier, je suis instituteur. Je suis rentré à 16 ans, très fier, parce que c'était une élite à l'école normale d'instituteurs après un concours. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît plus maintenant, mais à l'époque, on prenait les jeunes gens, après le brevet des collèges, on passait un concours difficile, puisqu'on était 35 sur 500. Oui, quand même. Et ça permettait à tous les meilleurs élèves issus des CEG, des petits collèges, etc., de rentrer comme déjà fonctionnaires. Nous faisions nos études jusqu'au bac. Après le bac, on avait 1 an de formation et nous devenions instituteurs. Et pendant ces 3 ans de formation, nous étions internes. D'accord. Ça va être important parce que on va y revenir. Donc j'étais bon élève, j'ai réussi brillamment le concours dans une bonne place. Et en première, on manquait de profs. Donc un professeur extérieur a accepté de donner 4 heures de cours aux élèves de première et de terminale. J'étais en première et est arrivé un monsieur qui s'appelait Maurice Moissonnier. Et Maurice Moissonnier, on l'a appris au bout de quelques temps, c'était le spécialiste mondial de l'histoire des canuts. Ah. Et l'école normale d'instituteurs était située sur le boulevard de la Croix-Rousse. D'accord. Et puis un beau jour, Maurice nous a dit, tiens, cet après-midi, vous faites quoi les gars? Si je vous veniez avec moi, je vous ferai visiter un peu la Croix-Rousse. Puis ça a été le début d'une longue série de balades dans la Croix-Rousse. On a rencontré les derniers canuts, etc. Et puis des choses assez merveilleuses, parce qu'il avait un don, un charisme, quand il expliquait face à la Croix-Rousse le combat de la barricade de 1831, etc., nous on était un peu subjugués. Et donc pour toi, ça a été le déclic? Ça a été le déclic, j'étais déjà fasciné par l'histoire. Ensuite, j'ai eu le bac, et logiquement, j'aurais dû aller
faire mon année de préparation, puis être instit. Mais les autorités ont trouvé que je ne devais pas être assez bon ou que j'étais trop bon ailleurs, parce que la science, ça m'intéressait relativement peu. Par contre, français, histoire, géographie, voilà. Donc je me suis retrouvé en fait dans une section qu'on venait de créer, qui était la formation des profs de collège. J'ai fait en gros 4 ans à la fac, et je me suis retrouvé en histoire et géographie, surtout géographie d'ailleurs. D'accord. Je n'avais pas fait de latin, mais j'ai fait beaucoup d'histoire. Je me suis retrouvé un beau matin de 1970, de septembre, dans un collège de banlieue, à Vénissieux, collège Balzac. Je m'étais juré que j'allais passer le CAPES, que je ne resterais pas prof de machin avec ces gamins de banlieue. J'y suis resté 16 ans. Voilà. Une bricole. Une bricole. Bon, comme j'étais géographe et qu'il fallait enseigner l'histoire, j'ai compensé. J'ai plus lu en histoire, plus préparé mes cours. Je suis devenu meilleur historien que géographe. Et puis un beau jour, dans un camping, 10 ans plus tard, le voisin de ma tante m'a demandé ce que je lisais, si je pouvais lui prêter le journal, etc. On a commencé à discuter. Et puis le lendemain, il m'a dit « Oui, mais moi j'enseigne en fac l'histoire. » Bon, c'était un certain Jacques Marseille qui est devenu professeur d'histoire économique à la Sorbonne, qui est décédé depuis peu. On a sympathisé et on s'est rendu compte que moi je savais des choses que lui, tout universitaire, savait pas, etc. On a décidé de collaborer pour faire des bricoles. Mais finalement, ta connaissance de l'histoire, c'est une démarche assez autodidacte finalement. Oui, mais j'ai quand même... c'est un peu difficile. J'ai eu comment... Ça a été bizarre les études. Parce que quand je suis arrivé, c'était la première année où on avait fait sauter ce qu'on appelait propédeutique. Propédeutique, c'était la première année de fac, avant que j'arrive, juste avant, qui était en gros une classe prépa. C'est-à-dire que tu faisais du français, du machin, etc. Tu faisais de tout, et à partir de la deuxième année, tu faisais une première année de licence, une deuxième année de licence, et puis ensuite les grands concours. Et puis c'est une réforme qui a été, comme toutes les réformes, n'est-ce pas, qui est tombée sur les... Alors les profs d'histoire et de géo, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont pris le programme de première année de licence, et puis ils nous l'ont fait tout de suite. Ce qui fait que moi, on peut dire que j'ai un certificat, par exemple, d'histoire médiévale et un certificat d'histoire de la Renaissance. Et l'histoire de la Renaissance, en particulier, c'était Lyon, bien entendu, et puis les problèmes religieux. Voilà. Donc il y a une solide formation universitaire. Puis quand tu as 2 ou 3 années de formation universitaire, histoire et géo, après, effectivement, tu peux gratter tout seul. D'accord, c'est blindé. C'est blindé, oui, oui. Le problème de la fac, c'est pas de donner les connaissances. Le problème de l'éducation, là je vais te faire de la philosophie, mais c'est de donner les moyens d'aller chercher la connaissance. Chercher la connaissance, oui. Moi je prépare mes balades, là. J'empiète un peu sur la question d'après. Quand je prépare mes balades, bien entendu que je vais chercher avec Wikipédia, etc. Mais je sais ce que je veux trouver. Oui, je comprends. Je ne vais pas avaler d'avance le premier item que Google va me sortir. Sans savoir exactement. Sans savoir où il y a déjà un pré-tri qui est fait dans ta tête. Il y a un pré-tri qui est fait. Et ta démarche. Et puis, bien sûr, j'ai une belle bibliothèque. Puis, il y a la médiathèque. Et puis j'ai encore des copains, quoi. Puis c'est bien parce que du coup, ça rend tes interventions, tes présentations plus efficaces, du coup, puisque il y a pas de, ça part pas dans tous les sens, quoi. Il y a un objectif et on y va dessus. Voilà, j'ai enseigné, je sais comment enseigner, ça je sais à peu près. Bon, j'ai été aussi militant politique et syndical, donc c'est vrai que tu sais un peu parler, t'exprimer, parler aux gens, parce que prendre la parole, c'est pas inné. Non, c'est pas inné, c'est sûr. C'est pas inné. Voilà. Non, puis il faut intéresser les gens, surtout. Voilà, il faut savoir. Bon, je crois que mes balades sont pas trop ennuyeuses. A priori, non, ça va. Mais parce que bon aussi, comme quand j'étais prof, je sais à qui je m'adresse. Oui, tout à fait. J'essaye, alors ça je pense que c'est important, aussi de ne pas prendre les gens de haut. Non, il faut t'es pas la culture qui tombe sur les doigts du gars comme un maillet, quoi. Non, si tu veux intéresser les gens, il faut te mettre à leur niveau, sinon... Oui. Puis enrichir par des anecdotes, donner un côté vivant. Puis il faut aller chercher aussi un petit peu, de temps en temps, la petite remarque. Moi, ce qui m'avait à la fois peiné et intéressé, c'est la première fois où on a fait la visite du musée des Beaux-Arts.
je ne sais pas si vous y étiez. Non. Non, on a fait une visite, alors c'était intéressant parce que j'ai passé à peu près la moitié du temps à raconter l'histoire merveilleuse de ce couvent de bonnes femmes qui est devenu le musée des Beaux-Arts. Et sous François Ier, au XVIIe siècle, il s'est passé des choses. Avec fantômes, avec des dames qui se conduisaient pas très bien, entre elles et avec l'extérieur et tout. Il y a toute une histoire qui est vraiment extrême. Il y a de quoi faire 3 romans. C'est vraiment une histoire fantastique. Et bon, au milieu de tout ça, il y a une gentille dame qui a dit tout d'un coup, ah ben, je ne savais pas qu'il y avait tout ça, mais moi, le musée des Beaux-Arts, je ne suis jamais venu. Je ne suis jamais rentré. C'est le plus beau cloître, c'est un oasis. Ah ben le cloître, le cloître, c'est un oasis de bonheur dans Lyon. Ah oui. Et il y avait des gens dans ce groupe de Saint-Priest, 10 km en gros, qui n'y avaient jamais mis les pieds, et sûrement par trouille, par peur. Parce que c'est de la culture officielle, c'est grand, c'est pas pour nous, etc. Et c'est un peu. Oui, puis on n'imagine pas non plus ce lieu. On pense rentrer dans le musée peut-être directement. Mais ce cloître, c'est un havre de paix. C'est un monde, on sort de Lyon, on rentre dans un espace vraiment unique. C'est vrai que c'est un espace unique. Au mois de juillet, extraordinaire. Tu prends ton bouquin, tu vas te caler sur un banc pendant une demi-heure. C'est d'un calme, on n'entend pas de voiture. C'est vrai qu'on n'imagine pas un lieu comme ça. On n'entend que les oiseaux. C'est merveilleux. Merveilleux. Voilà. Bon, et si tu veux, moi j'étais content de faire découvrir, on y est d'ailleurs retourné une deuxième fois pour autre chose, mais j'étais content de faire découvrir ce lieu. Et voilà, ça c'est important, je veux dire. Si on ne le fait pas, tu as une culture universitaire et tu as une culture scolaire assez rigide qui agace un peu les dents des gens. Moi, ce que je trouve intéressant, enfin, ce que j'essaye de faire, c'est d'être un peu l'interface de passeur. Et donc, autour de l'histoire, est-ce qu'il y a un sujet qui te passionne particulièrement? Alors, oui. Bon, je viens de parler des canuts. Je vous emmène quand vous voulez visiter la Croix-Rousse. Alors, j'ai pas fini mon histoire. On revient. J'ai pas fini mon histoire de Maurice Moissonnier. C'est le maître. Après, c'était plus seulement mon prof. C'est devenu un ami. Un des premiers spectacles que pas la Carnière, mais l'Entracte avait fait dans les années 70 à Saint-Priest, au TTA, c'était un truc qui avait été écrit par le journaliste localier du Progrès, qui était consacré à la révolte des canuts. Donc ça remonte loin. Donc j'étais dans la salle, forcément. Et Maurice Moissonnier animait la deuxième partie après le spectacle, et il répondait à des questions. Silence de mort. Personne ne posait des questions. Donc vous imaginez la scène, il est sur la scène, il y a de la lumière, et il ne voit pas la salle. C'est quand même assez fort. Et je dis à ma femme qui me dit tais-toi, comme d'habitude, c'est logique. Je lui dis écoute, on ne peut pas rester comme ça. Je pose la première question, le bateau, histoire de lancer le débat. Lancer le débat, oui. Voilà. Et j'entends la voix de Maurice dans le micro qui dit voilà une voix qui me rappelle de joyeuses balades, etc. Georges Poirier, tu es là, merci. Plouf. Bon. Après, on a discuté, on a fait des trucs ensemble. Et quelques années plus tard, ma fille décale, elle réussit le CAPES elle préparait le CAPES de lettres classiques. Sa mère était gravement malade. Mais ma fille me dit, tu sais, avec mes copains, etc., on voudrait bien visiter la Croix-Rousse, parce que depuis le temps que tu nous en parles, et on habitait Saint-Priest, depuis le temps que tu nous parles de la Croix-Rousse, on voudrait bien visiter, etc. Je dis, c'est pas difficile, je vais appeler Maurice, on va se faire une Croix-Rousse, puis on se fera une bouffe après, un petit resto en bas, quoi. J'appelle Maurice, et Maurice me dit, écoute, je peux pas en ce moment, rappelle-moi dans 3-4 mois, j'ai des ennuis de santé. Il était beaucoup plus vieux que nous. Je dis rien, ma femme décède, ma fille me relance, je rappelle Maurice. Maurice allait beaucoup plus mal. On arrête les visites de la Croix-Rousse. Pendant 1 an, on n'en parle plus. Puis un beau jour, Maurice étant décédé, ma fille m'appelle, elle me dit alors la Croix-Rousse. Ben, j'ai dit, je m'y colle. Je m'y colle. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'est vrai que pour ce côté, ce quartier, d'abord parce qu'il y a eu mes années d'étudiant, d'élève, il y a eu Maurice Moissonnier, puis il y a eu ce truc un peu bizarre entre ces deux décès qui...
Voilà, cette visite m'est très très chère. Alors, deuxième période qui m'est... Il y a toutes les périodes d'histoire me passionnent. Mais il y a une deuxième période qui me passionne, puis à la fois qui... La Révolution française. Parce qu'elle est très mal enseignée. Un beau jour, on était au chalet avec ma fille, ses copains, son mari, puis il pleuvait. Et elle me dit, papa, bon, 20-30 ans, hein, prof, machin, bien formé, université. Elle me dit, papa, tu prends 2 heures, tu nous expliques la Révolution française. Parce qu'elle me dit, on ne l'a jamais fait à l'école correctement. C'est toujours à toute allure. C'est toujours rapide. Et c'est complexe, hein, la Révolution française. En 4 ans, 5 ans, il se passe des choses extraordinaires. Des choses qu'on n'a jamais vues. Hein. Et ça passe à toute allure. Qu'est-ce qu'on retient, la Révolution française? En gros, la guillotine, Robespierre, le méchant, Tocqueville, on boucle et on jette. Et c'est pas ça. Condorcet, il a commencé à dire que les femmes et les hommes, il y a des textes, étaient égaux. Que l'esclavage, c'est 93, c'est Robespierre, le décret, le premier décret de l'esclavage. Chut. Hein, bon, et puis ça, si on n'étudie pas bien la Révolution française comme terme, elle est sans arrêt utilisée dans la politique au sens le plus large. Le mot révolution, c'est à toucher avec des pincettes, etc. C'est pour ça que ça m'intéresse. Parce qu'il y a du boulot, il y a du travail. Et je dois dire que la manière dont c'est fait dans les nouveaux programmes, ça me déstabilise un peu. Ça n'a pas changé alors au fil du temps? Non, non, c'est la portion de plus en plus congrue. Ouais. Et puis par grand thème. Alors, moi je suis un historien très classique de ce côté-là. Travailler par grand thème, c'est-à-dire, je ne sais pas, parler à des gamins de 5e de le problème de l'esclavage depuis les Grecs jusqu'aux Mauritaniens d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'y retrouver. Voilà, donc il y a ça. Bon, en ce moment, c'est vrai que 1914, il y a eu une année, 1914, c'était pas inintéressant. Cette année, le 70e anniversaire de la libération aussi des camps, du 8 mai 45 et compagnie, c'est aussi très très important. Revoir notre histoire. Oui, ça nous touche encore plus parce qu'on a des parents, des grands-parents qui ont vécu certaines choses. Moi j'ai une maman qui a fait beaucoup de vélo, comme on dit, vous savez, pudiquement. Pendant la seconde guerre mondiale. Les mollets qui ont bien travaillé. Voilà. Oui, c'est sûr. Et donc, bon, alors, donc, autour de la ville de Lyon, si j'ai bien compris, c'est les canuts. Donc. Oui, c'est les canuts. Mais aussi, là, j'ai beaucoup, fut un temps, j'ai pas mal travaillé sur la résistance à Lyon. Parce qu'il y a des choses. Bon, la résistance. L'histoire est riche, c'était une place forte. Là, c'était une place forte. C'est extraordinaire, Lyon. Extraordinaire. Ah, oui. Dans le livre qu'on a fait avec Jacques Marseille, on a raconté 4 choses en un chapitre. C'est l'histoire d'une famille. Le papa travaille chez Berliet, il est résistant, bien entendu, il est résistant communiste, dans la bande qui tourne autour de Vénitieux, de Houlin et compagnie, et ils habitent avec sa femme, c'est une histoire, hein, je vous raconte, et ils habitent avec sa femme, avenue Berthelot, en haut d'une maison. Et pendant le moment où effectivement les Américains, vous savez, ils ont pris l'avenue Berthelot et ratant la gare de Perrache, ils ont tout bombardé, c'est au moment où elle a accouché de sa première fille. Voilà. Et le papa qui était clandestin courait dans les rues de Lyon, et l'histoire est vraie, en cherchant des petits bouts de bois parce que la sage-femme lui avait dit qu'il fallait faire chauffer de l'eau. On était en plein mois de juillet. Ah, oui. Alors on a pris avec Jacques, ça c'est moi qui fais le boulot en grande partie, j'ai pris 3 histoires. C'est ce que j'allais vous dire, comment vous construisez un livre comme ça. Il y a des histoires, il y a des vérités, c'est un mélange de... 90% dans ce bouquin-là était appuyé sur des vrais documents du solide. Oui. Dans cette histoire, il y avait trois personnages. Qui étaient inventés là? Non. Non. Le résistant, je ne l'ai pas rencontré parce qu'il était décédé, mais j'ai eu la chance, parce que c'est des gens qui sont extrêmement discrets, j'ai eu la chance de rencontrer... par personne interposée, machin, un beau jour, je suis arrivé à la bibliothèque de Vénitieux, à la bibliothèque, pardon, de Berliet, du comité d'entreprise de Berliet. Et il y avait un monsieur aux cheveux blancs, un peu tassé, qui m'a dit, mais bon, et il m'a raconté.
comment ils avaient fait, etc., etc. Leurs agents de liaison, leurs 2 agents de liaison, c'était des sourds muets. L'histoire est vraie. D'accord? Et oui, va faire parler un sourd muet. Tiens donc. Hein. La dame qui a accouché, c'est la fille. Le bébé qui est né, je le connais bien, c'était une copine. D'accord? Et le 3e, donc c'est ce monsieur que j'ai rencontré. Donc c'est des histoires vraies qu'on a collées, du mentir vrai, dirait aurait dit il y a très très longtemps Louis Aragon. On recale et des histoires pour... C'est un livre pour adolescents, pour qu'ils comprennent un petit peu, puis que ça soit un peu romancé, quoi, qu'il se passe des choses. Voilà. D'accord. Mais alors du coup, je reviens à ton activité, enfin, ce partage de passion, finalement, ça t'est venu... Est-ce que ça a été finalement cette visite pour laquelle ta fille t'a sollicité, qui a déclenché ton envie de partager, ou... Je l'avais déjà, je suis prof. Oui. Je suis prof. Oui. Bon, mais ça, à la limite, prof, bon... On prend ça limite comme un métier, mais là, tu es plus dans une activité purement bénévole. Enfin... Bon, là, c'est la première fois que je me suis lancé. Ouais. Bon, il aurait été plus facile, effectivement, bon, peut-être de passer des examens, puis d'aller faire des conférences, des trucs comme ça. J'avais fait un peu 2-3 fois, j'avais plus partagé sur la musique. Quand j'étais à Vénissieux, j'avais plus partagé. J'avais fait pour l'école de musique des conférences sur le blues et le jazz. Bon, ça va. Puis c'est vaste sujet. Oui, non, mais après faire partager, ça devient une passion, quoi. Oui, oui. Voilà. Donc là, pour cette histoire de visite de la Croix-Rousse, ça m'a lancé. Et puis une de nos amies communes qui habite à Manissieux, un jour en discutant, me dit mais tu ferais pas une petite balade dans Lyon, tu nous expliquerais les choses, etc. J'ai dit il n'y a pas de problème. Là-dessus, on m'a dit, j'ai dit je vous emmène à la Croix-Rousse. Elle m'a dit non, on l'a fait avec un vrai guide. Ah bien. Bien, hein. Sympa, ouais. Joli. Alors je lui dis, je vais vous proposer autre chose, on va faire en 2 fois. La première fois, j'avais pensé une fois. Puis on va faire en 2 fois Lyon de la Presqu'île. Parce que Lyon de la Presqu'île, c'est 16e, 17e, 18e, 19e, Perrache, les grands travaux, c'est passionnant. Donc j'ai fait, et puis après, on a continué. Voilà. C'est un plaisir, hein. Oui, bah oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. De toute façon, il faut que ça soit un plaisir. Sinon... C'est pas... Bon, puis c'est vrai qu'aller, comme diraient les gamins, c'est pas désagréable devant 15 personnes de faire un peu le cacou. Non, mais je pense pas, voilà. Je pense que c'est surtout le plaisir, oui, effectivement. Et puis pour avoir fait une visite avec toi, moi j'ai été impressionné parce qu'à un moment, on s'était arrêté devant une dalle par terre, là, et tu nous as sorti que 50 000 anecdotes sur cette dalle, enfin... Pour moi, c'était un vulgaire morceau de caillou, et, là que et il en est ressorti. Enfin bon, non mais c'est vrai. Puis c'est intéressant aussi, parce que ça t'oblige, toi, en tant qu'individu, à aller gratter. Oui, non mais c'est ça. Aller chercher, puis faire le tour, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Oui, c'est ça l'intérêt, c'est une ouverture, après chacun sa curiosité pour approfondir les choses. Les plus belles photos, les plus beaux textes qu'on puisse avoir sur une ville, c'est comment il s'appelle, le promeneur de Paris. Déjà, Diderot, puis après, il n'y a pas de comparaison, Diderot, Baudelaire, etc., ont publié des carnets de notes, de voyages, d'entretien, de machin. Il faut marcher d'un pas d'homme, c'est pas du haut d'un bus que tu vois les choses. Voilà. Et puis il faut pouvoir parler, dire. Je veux dire, effectivement, cette pierre, je pense que c'est le pavé là qui nous raconte la mort de ce pauvre président Sadi Carnot, qui avait voulu sortir discrètement parce qu'il avait peur de la foule, et comme par hasard, le tueur l'attendait. C'est une histoire fantastique. Je veux dire, combien de gens passent sur cette pierre, ou à côté de cette pierre, bon, ils ne savent même pas qu'il y a eu un président qui a été poignardé à cet endroit-là, etc. etc. Moi qu'il ait été poignardé, c'est pas ça qui me fait le plus flipper. C'est le fait qu'il ait voulu sortir. Il était il était à la bourse, il était en train de faire de la brique. Oui, si je dépasse les limites imparties, c'est pas ça, c'est continue. Bon, c'est extraordinaire. Ce type vient à Lyon, vient s'entretenir dans la réalité avec le monde économique. Et comme il se doute, parce que ces années-là, c'est quand même des années un peu tendues sur le plan social, il se doute que s'il est allé faire causette avec le MEDEF de l'époque,
quand il va sortir, les ouvriers et le monde ouvrier est organisé et dur, parce que la vie est dure à cette époque-là. Oui, ils vont lui faire une conduite de Grenoble, comme on dit. Hein donc il sort par une porte dérobée et PAM, il y a un type avec un couteau qui l'attend. Pas de chance. Pas de chance. Voilà. Donc, alors bon, on a bien compris, donc pour préparer tes visites de Lyon, tu prends beaucoup de renseignements, et tu compulses, donc tu as parlé tout à l'heure d'Internet, de la lecture. Internet, les bibliothèques, pas du travail d'historien. Tout simplement. Voilà. Et puis je vais, clic, repérer avec mon appareil photo ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire. Je calcule aussi. Je calcule en minutes. Le temps, oui. Oui, le temps. Oui, parce que j'imagine, oui, que voilà, il faut quand même avoir les premiers, c'était maîtriser un cadre. Oui, bien sûr. Après, oui, puis après, tu as toujours envie de dire quelque chose, tu as toujours envie d'en rajouter. Oui. Et puis, il suffit que tu aies des questions un peu... Parce que tu sais pas finalement ce qu'on va te demander et tout. Donc après, voilà, ça peut aussi t'emmener vers d'autres choses. Oui, c'est ça. Puis c'est ça l'intérêt aussi. Tout à fait. Et donc, alors, Lyon, finalement, on a bien compris, c'est une ville de secret, d'histoire. Est-ce que tu fais aussi des conférences sur la ville de Lyon? Non. Il y a des conférenciers. Chaque fois qu'on va dans un musée, par exemple, je préviens bien que je ne suis pas conférencier, que je ne veux pas surtout piquer le boulot, parce que socialement, il y a un mouvement, ceux qu'on appelle les médiateurs, c'est-à-dire les guides, enfin les guides conférenciers officiels. Dans toute la France, on est en train de compresser le nombre, pour des raisons financières. Ben oui, l'éternel problème. On les prend, problème. On va les prendre, je dirais, on va essayer de les prendre maintenant comme vacataires pour 3 mois l'été, pour quand il y a un carte japonais qui arrive, etc. Alors que c'était un métier qui était un métier à temps complet. D'accord. Donc, moi, je préviens bien les musées, je préviens bien partout où on passe, je veux pas vous faire de concurrence. Et simplement, les gens de Saint-Priest, ils ont besoin d'une interface, de quelqu'un qui les emmène, je dirais pas par la main, mais amicalement, voilà, amicalement, et je me contente de ça. Oui, d'accord. Le conférencier, c'est un conférent. Puis alors, vu que mon texte à moi, il est quand même intéressant, des choses, ça serait beaucoup plus cher que certains anciens présidents. Et je trouve pas la clientèle qui veut bien me payer. Voilà. Bon, alors écoute, on va mettre un peu de côté l'historien et on va passer à l'homme de théâtre, si tu veux bien. Voilà, alors bon, concernant cette pièce, donc comment t'es venue l'idée de monter cette pièce? Est-ce que c'est une pièce qui existait déjà ou est-ce que tu l'as créée? Alors, je t'explique. Là aussi. C'est un truc qui un jour te tombe dessus. Première année de collège, 70, à Vénissieux, je suis le jeune prof, on est tous jeunes. Il y avait 60 profs, je crois que la moyenne d'âge, elle était à 27 ans. Et c'était une époque où la moitié, les 3/4 d'entre nous, en plus, on était déjà titulaires. Ah oui. Donc on arrive avec un poste. Avec un poste, je savais que je restais à Vénissieux, etc. J'étais le jeune prof. Et en fin d'année, aux alentours du mois de... ça doit être au mois de mars, j'étais en train de préparer sous la table, tout en faisant mes cours, j'essayais de préparer le CAPES. Puisque je n'ai pas le CAPES. Je suis PEGC, professeur d'enseignement général des collèges. C'est une race qui a disparu. Oui, PEGC, oui, c'est vrai. C'est complètement disparu. Il doit en rester 2 ou 3. C'est vrai, très vrai. Voilà. Donc, peut-être même une à Colette, à Saint-Priest. Les élèves viennent me voir, des élèves viennent me voir, et me disent, monsieur, on veut monter pour la fin de l'année, vous savez ce que c'est, on veut faire une petite fête, on voudrait monter une pièce de théâtre. Bon. On a un problème. C'est que le monsieur un autre prof, qui nous mettait en scène, qui était un vrai théâtreux, qui était prof par hasard, mais qui était un vrai théâtreux, il vient de partir. Parce que effectivement, ce gars-là était l'administrateur d'une troupe de théâtre à qui le ministère venait de confier la décentralisation et le théâtre de Lille, le centre dramatique du Nord. Donc son copain, qui était le directeur de la troupe, était parti avec toute la troupe, et lui, il était l'administrateur. Du jour au lendemain, il a dit à l'Éducation nationale, au revoir, je m'en vais, puis il est parti.
Et les gamins se retrouvaient avec 3 bouts de texte, un bout de pièce, qui voulaient machin. Un projet, oui. Un petit projet, et vous voulez pas nous aider? Je dis oui, bon, allez, hop. Je me prends un petit peu au jeu. Puis ça me plaît bien, en fait. Mais bon, je pensais pas aller plus loin, je n'ai pas passé le CAPES. Hein. L'année suivante, coup de téléphone, juste à la rentrée. L'année du centenaire de la commune. Un comédien qui travaillait juste en face, un théâtre qui s'appelait le Théâtre de l'Est lyonnais, qui s'appelle maintenant le comédien Saïd Amanis, qui avait fait ses études avec moi à l'école normale, dit on fait un super... on fait au Théâtre de l'Est lyonnais, on fait une super pièce sur la commune. On n'a pas de personne, amène tes élèves, s'il te plaît. Je me lance, amène les élèves, je deviens copain avec la troupe. L'année suivante, ils nous cooptent avec ma femme, je venais de me marier, comme administrateur, enfin on tenait le fichier des abonnés, etc., etc. Puis petit à petit, je commence à faire de plus en plus de théâtre avec les élèves. Parce qu'ils en demandaient, puis moi ça me plaisait. Puis j'allais, le collège était là, et puis le théâtre était là, vous savez, la Plain Seine-Mont-Roman, juste au 8e, à la limite de 8e et de Vénissieux. Il y a une place, d'un côté il y avait le collège, de l'autre côté il y avait le théâtre, un tout petit théâtre. Ouais. Donc je faisais des allers-retours toute la journée, et les joyeux comédiens venaient bouffer le soir chez nous, et on leur lavait le linge parce que nous on avait une machine à laver. Voilà, et je demandais des choses, etc. On ferait comme ça, tu ferais comme ça, etc. Et puis petit à petit j'ai commencé à faire de plus en plus de textes, et progressivement, bon, j'en suis à 35 ou pas loin de 40, avec des élèves. Et puis un beau jour, étant ici à Saint-Priest, Daniel Guyot, qui dirige 2T3M, me dit, premier texte, on ferait bien quelque chose sur Autour de Gershwin. Donc, oui, on va écrire un petit texte, hein, et puis tu vas peut-être nous le mettre en scène, puisque c'est toi qui l'as écrit. Et puis voilà, on met le doigt dans l'engrenage, et puis petit à petit, voilà. Donc l'année dernière, j'ai recommencé mes vilaines choses avec 2T3M. On a fait Broadway, qui était un gros succès. On a joué qu'un soir, mais un gros succès autour des musiques de Broadway et puis de la comédie. Et puis j'ai récupéré un certain nombre de comédiens qui m'ont dit et l'année prochaine, on fait quoi? Alors j'avais un vieux projet, parce que je l'ai déjà fait avec des élèves, simplifié, ce texte de Marivaux. Donc c'est un texte qui existe déjà. Alors il y a deux activités. Hein. Pour les élèves, pour ce qui est puisque je continue à en faire avec des élèves dans un collège, pour ce qui est du théâtre adolescent, 6e, 3e, en général c'est moi qui écris. Et j'adapte des grands textes de la littérature classique pour les jeunes. On a adapté comme Sawyer, Les 4 filles du docteur March, Les 1001 nuits, un roman de la comtesse de Ségur, des choses comme ça. On part toujours d'un texte, et puis je leur construis des rôles, parce que les enfants aiment bien avoir un rôle, un personnage, et que ça soit simple. Puis les parents, quand ils viennent voir, il ne faut pas qu'ils s'y perdent trop non plus. Donc le théâtre très contemporain avec des gamins, où il y a multiples personnages, c'est un peu difficile, puis ça me permet de leur faire lire des choses. Oui, en plus. En plus, bien sûr. Puis de leur parler de l'époque. Oui. Là, on est en train de travailler sur la première femme réalisatrice de cinéma qui a créé le cinéma avec un scénario, un an après les Frères Lumière, qui s'appelle Alice Guy. C'est le premier réalisateur qui ait fait un film de fiction avec un scénario écrit, c'est une femme. Et elle travaillait pour Gaumont, Madame Alice Guy. C'est impressionnant ça. Complètement sorti de l'histoire. Hein, on n'en parle pas, voilà. C'est sûr. Donc ça me plaisait bien j'aime bien que j'ai beaucoup de filles dans les activités théâtre, donc ça me plaît bien de retourner un peu la casserole. Voilà. Bien sûr. Ça, c'était pour ce que j'écris. Et puis là, avec les comédiens, je leur ai fait une proposition. On prend le Marivaux, donc Marivaux, 18e siècle, grand auteur, qui a travaillé sur deux tapis, on dirait. Le premier tapis, il a donné des pièces à la Comédie Française, qui existait déjà. C'est celle qu'on connaît le mieux, les Jeux de l'amour et du hasard, des choses comme ça. Puis ceci mis à part, il travaillait avec ce qu'on appelle les comédiens italiens. Les comédiens italiens, c'était une troupe à tréteaux, qui était sur la foire, et dont sur la fin de sa vie, la
principale comédienne était sa compagne. Voilà, normal. Et sa dernière pièce de 1748 s'appelle Les acteurs de bonne foi. Donc on a décidé de monter Les acteurs de bonne foi, parce que c'est une pièce extrêmement moderne. On demande une dame qui est à la campagne, qui a des sous, va marier sa fille. Va marier sa fille, mais va marier sa fille au-dessus de sa condition. D'accord? Et l'autre personne, qui s'appelle Madame Hamelin, qui a doté son neveu pour qu'il épouse la petite jeune fille, elle a quand même envie de s'amuser. Et puis c'est une dame qui vient de Paris, un peu plus ouverte que la première. La première, Madame Argand, c'est une bourgeoise provinciale qui est un peu coincée. Voilà. Et elle demande au maître valet, d'accord, qui s'appelle Merlin, de faire un petit truc marrant pour le soir. Ouais. Et Merlin dit, je vais faire un petit canevas, puis je vais utiliser ma copine, Lisette, la boniche, 2 paysans, un paysan et une paysanne, et puis je vais leur faire croire que j'aime plus Lisette, que je veux sortir avec Colette, et puis pour amuser, et on va regarder ce que ça va donner. C'est cruel, hein. C'est carrément cruel. Et la première dame, Madame Argand, elle dit, ah non, je joue pas de théâtre chez moi. Non, non. Ça serait pas bien. Ça serait pas... Alors, l'autre dame dit, attends, du théâtre, tu vas m'en faire. Et elle lui dit, le mariage, on ne fait plus. Alors l'autre va... Alors voilà la pièce. Plus de la musique de l'époque. Ouais. Je crois qu'on a une personne sur le chat qui pose une question. Tout à fait, nous avons Louise, qui ne pose pas directement une question, pas directement, mais qui dit qu'il faut venir jouer une pièce à la Carnière. Voilà un projet intéressant. Mais moi, si la Carnière m'invite, très honnêtement, on a joué l'année dernière au TTA parce que c'était c'était 2T3M qui avait, on était en sous-main, hein, c'est 2T3M qui avait réglé. Là, si vous voulez, il y a 3 compagnies. Il y a Furibar qui est en gros ma compagnie. Il y a la Turbulente qui est la compagnie de musiciens, plus Cour et Jardin qui regroupe quelques-uns des comédiens de l'année dernière qui sont de Villeurbanne. Puis c'est bien de travailler à plusieurs. Moi, si effectivement la Carnière, elle m'offre un lieu pour travailler, un lieu pour répéter, un lieu pour travailler, mais j'ai des 2 pattes en plus, j'habite pas loin. Ça tombe bien. Écoute, Louise, pour répondre à ta question, voilà. Est-ce que tu seras parmi nous? Et je dis à Louise que le projet, alors, puisqu'on est dans les... C'est bien, j'espérais une question comme ça. Je fais de la pub. Voilà. L'année prochaine, le projet que je suis en train de poser, je vais le poser à la MJC, parce que c'est eux qui m'ont accueilli. Maintenant, on peut faire des coproductions. On est tous sur la même ville, c'est pas la peine de vivre cloisonné, je pense, surtout sur un truc comme ça. Donc, tout le monde connaît le roman de Renard. Ah oui. Hein, mais tout le monde le connaît avec un T à la fin. Voilà. Donc, le roman de Renard, c'est 13 ou 17 branches, des petits textes qui ont été écrits entre, en gros, le 13e et le 15e siècle. Où, sous la forme d'animaux, on règle ses comptes avec... voilà. Donc, j'ai fait déjà, c'est la 3e, 4e adaptation que je ferai, mais j'en ai fait 3 pour des enfants. Donc, bien gentil, bien lisse, hein, il ne se passe rien, enfin, rien de choquant. Et puis, tout ce qui est du domaine un peu politique, un peu qui agacerait les dents, je l'ai un tout petit peu, je l'avais un peu gommé quand même. Bon. Et là, je me suis dit que ça serait quand même assez amusant de reprendre ces textes et puis de leur donner une vigueur adulte. Donc, ce que je dis à Louise, et puis à tout le monde, il y aura de la place pour jouer. C'est-à-dire que 13 branches, 13 petites scènes, bon, il y a un personnage qui va irriguer toutes ces scènes, un ou deux, il y a le loup, il y a Renard, etc. Mais il va y avoir besoin d'autres animaux, du lion, de l'ours, etc., etc. Donc tous ceux qui ont envie, allez, 15 répliques, 12 répliques, simplement pour voir ce que ça fait de mettre les pieds sur les planches. Ah, finalement, c'est un peu un théâtre participatif. Tout à fait. Mais ça veut dire qu'il faudra venir répéter. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des contraintes. Bien sûr.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Turbulente est déjà intéressée par le projet. Alors, la musique, on va voir ce qu'on va faire, mais probablement qu'ils vont revenir autour. Et qu'on a une jeune styliste qui est venue, et quand je lui ai parlé du projet, elle me dit, moi, je me dessinerais bien les costumes. Donc, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la création des costumes, il peut y avoir la mise en scène, enfin, le théâtre proprement dit, même à la limite participer à l'écriture. Et puis faire des recherches. J'avais dit à la MJC, par exemple, pourquoi on ne ferait pas un concours de photos pour les gamins en leur laissant un appareil photo et imaginer dans la ville où peut se cacher Renard. Oui. On fait c'est tout simple. Oui, oui. On dessine un morceau de carton, il y a Renard. Puis vous mettez des renards partout. Là. Et puis après, il n'y a plus qu'à montrer. Bon, l'intérêt, ils vont faire de la photo, ils s'intéressent à Renard, et puis ils prennent des photos de la ville. Oui. Oui. Puis la ville, voilà. Puis ça peut être aussi un reflet de la façon dont eux perçoivent la ville finalement. Tout à fait. On est dans du travail participatif. Tout à fait. Oui. Et je veux dire, ce travail irriguera le travail théâtral, et le travail théâtral renvoie à... C'est Frémontier. C'est Frémontier dans un bouquin qui est plus lu, qui s'appelle Les Hommes en bleu, des années 80. Il avait interviewé plein de gens qui travaillaient, en particulier des syndicalistes, des choses comme ça. Et il y a une dame qui dit une chose. Alors, ça, c'est un truc à retenir. La dame, elle dit, l'action, puisque c'était une syndicaliste, l'action m'a amené à la lecture. Et la lecture me ramène à l'action. Et je pense, si vous voulez, que ça aussi, c'est du boulot. Voilà. Faire lire, amené par un subterfuge quelconque, hein, on va faire un spectacle sur Renard, bah tiens, tu vas te taper le librio sur Renard, d'accord? Et puis, qu'est-ce que tu ferais, où tu mettrais Renard, etc., pour actualiser, etc. Voilà. Donc, il y a de la place. Louise, il y a de la place. Donc, Louise, on t'attend. Enfin, voilà. on vous attend, pardon. C'est vrai que je tutoie. Non, mais on l'attend. Et puis, si Louise a des petits Louisons, elle les amène. Parce Louise et ses Louisons. Il y aura probablement peut-être il y aura peut-être des rôles d'enfants, puisque Renard, il a des gamins. Ils ne sont pas piqués des verres, d'ailleurs, les gamins de Renard. Vous savez, l'homme est un loup pour l'homme, et plus il est petit, plus les dents sont pointues. Alors finalement, ça répond un peu à ma question aussi, que finalement, bon, on a compris comment l'organisation, tout ça, le choix du thème, etc. Et donc, du coup, les acteurs, finalement, ça peut être... Ah mais moi, je demande parmi les acteurs... que des gens de bonne volonté. C'est ouvert. Voilà. C'est ouvert. Cette année, il y a une partie de la troupe âgée, formée, blanchis sous le harnois. C'est des comédiens, ils appartiennent tous à la Fédération nationale du théâtre amateur, etc. Ils ont 20 ans de représentation amateur dans les pattes, etc. Par contre, on a intégré en particulier une jeune qui n'avait jamais fait de théâtre. Jamais, qui a une trouille bleue. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Je pense. Et oui. Ils sont durs avec elle les regarde. Voilà. Mais bon, c'est la Révolution française. Vous savez comment on a fait les bons régiments de la Révolution française? Non, vas-y. Un truc que j'aimais bien raconter aux gamins. C'est Carnot, le grand Lazare Carnot, grand savant, qui est la Révolution française, a été la première à utiliser les savants, d'accord, qui sont venus se mettre à disposition de la Révolution française. Bon. 1780, je ne vais pas dire des bêtises, 90, 91, la France est complètement cernée. Il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne, il y a la Prusse, Autriche, etc. Il y a tout le monde qui déboule dessus. Et bon, alors il faut former les armées. Il y a des volontaires, mais les volontaires, ils n'ont jamais tenu qu'une pique au grand maximum ou une fourche dans leur champ ou leurs outils, parce que c'est des ouvriers des villes. Alors, et il y a des régiments déjà constitués, des régiments professionnels. Donc, je crois que c'est Carnot, mais j'en suis pas sûr. Carnot dit, bah bougez pas, on va faire l'amalgame. On met un jeune entre deux anciens. Il dit, on met deux faïences blanches pour une faïence bleue. C'est avec ça qu'ils sont montés à l'assaut à Valmy. Visiblement, ça a marché. Ça a marché. Voilà. Ok. Voilà. Et alors, je reviens sur le projet. Est-ce que la ville t'a aidé sur ce projet? Non.
Non, la MJC et la MJC te prête les lieux, mais est-ce qu'après elle est présente ou elle se contente? D'accord, ah oui, c'est une coprod. Oui, d'accord, une coprod. Voilà. Donc la MJC me prête les lieux, me fait la billetterie, m'a fait les affiches, etc. Oui, la communication, etc. Nous aussi d'ailleurs. D'accord. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et on partagera les coulisses. D'accord. Et cette pièce, alors elle sera jouée quand? Alors la pièce, ça commence vendredi soir à 20h30. Donc bientôt. Donc bientôt. Là, on est en pleine répète. Vendredi soir, donc, le premier, samedi soir, toujours à 20h30, et une séance le dimanche à 15h. D'accord. Voilà. Elle dure combien cette pièce? Moins de 2 heures. Moins de 2 heures? Moins de 2 heures. On va dire entre 1h30 et 1h45. C'est une pièce courte. Hein. Elle a été jouée, alors, historique. Elle a été jouée une seule fois du vivant de Marivaux. Elle a été jouée chez une demoiselle, donc dans une maison. Enfin, on suppose que c'est dans son hôtel particulier, chez Mademoiselle Quinault. Mademoiselle Quinault était une de ces grandes bourgeoises du XVIIIe siècle qui tenait salon, donc qui avait des revenus et qui invitait les grands esprits à faire salon, à discuter. Il y avait le salon de Madame de Geoffrin, des choses comme ça, où on recevait les gens, et c'était un petit peu un foyer de culture. Et donc c'est les Italiens, avec Sylvia, la copine de Marivaux, qui ont donné pour la seule et unique fois de la vie de Marivaux en 1748. Alors je ne sais pas, il n'y a pas de texte qui nous dit où on l'a joué, mais bon, au vu de la tête des hôtels particuliers de l'époque, il y a deux possibilités. On l'a joué derrière, dans un jardin, c'est faisable. Avec, vous savez, il suffit de 3 marches. Hein. Oui, bien sûr. 3 marches et puis un petit dais au-dessus. C'est facile. Ou on l'a joué directement dans l'entrée, sous le grand escalier. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça que ça nous a intéressés. Parce que aussi, c'est une pièce très tôt, quoi. C'est pas de la... Puis bon, on n'a pas les moyens ni intellectuels, ni culturels, ni tout ce que vous voulez, de monter du grand théâtre, comme on fait au TMP, avec lumière, fumée, musique et tout. Non, attendez, je suis tout à fait en admiration. Et ça demande des budgets, budget logistique, voilà, qui sont pas de notre ressort. Budget logistique, etc. Bon, bien sûr. Alors, deuxième chose, comme c'est une Furibar est une association qui est sur Saint-Priest, qui est chez moi, on aimerait bien, en remplissant, c'est pour ça que je fais un appel au peuple, hein, remplissez-nous la salle. Il y a 92 places, 3 soirs, ça serait bien, parce que ça permettrait peut-être éventuellement de monter un dossier un peu intéressant pour aller voir la mairie et puis dire voilà, nous on fait ça, aidez-nous. Oui, ça donne une autre forme une légitimité. Ça donne une autre forme de crédibilité. J'ai préféré fonctionner dans ce sens-là, c'est-à-dire monter un premier spectacle en espérant que ça va marcher, de façon à pouvoir aller négocier en disant voyez, on fait quelque chose. Oui. Ça me paraît plus sain et plus honnête, quelle que soit la mairie, je m'en fous, d'accord, que d'aller d'abord demander, dire j'ai une association, je vais monter une pièce l'an prochain, merci, les sous, puis après on verra. Voilà. C'est le week-end de Pentecôte là aussi. Oui, je sais. Ah ben ça c'est le problème. Les calendriers, c'est pas toujours... Les calendriers, vous savez, le deuxième spectacle là, que je vais monter avec les élèves du Collège d'Argent, c'est le 10 juin. Le 10 juin, c'est un mercredi. C'est une bonne date, ça. C'est un mercredi soir. Bah écoutez, je vous invite. Je ne sais pas là. Voilà, bah tiens. Bah voyons. Ça va être avec plaisir. Le 10 juin, c'est à la MJC Mon Plaisir, puisque c'est nos partenaires depuis, etc. Bon, il y a des parents qui ont fait grise mine, parce que c'est un mercredi soir. Et j'ai eu cette date en la demandant. J'ai demandé une date en juin à la MJ l'année dernière. Donc, les salles où on peut faire du théâtre sont tellement réduites que voilà, c'est un an d'avance. Bon, c'est vrai qu'on pourrait faire des ouvertures. Allez, il y a une salle par exemple qu'on pourrait... il y a une assez jolie salle au collège Gérard Philippe.
qui était prévu dans les premiers projets de construction pour pouvoir s'ouvrir au public extérieur. Ça faisait partie du cahier des charges de l'architecte. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu. Celle de Colette que je connais bien parce que j'étais là, ça c'est plus difficile parce que c'est des bancs en bois et quand vous vous levez, le banc est... Ah ballot ça. Oui, c'est ballot. Ah mais on y a fait beaucoup. C'était la première, quand j'étais principal adjoint à Colette, on venait de nous l'installer puisque j'étais là au moment de la reconstruction. Et les autorités ecclésiastico-rectorales se pointent naturellement pour faire un grand discours, pour faire une inauguration. Donc tout le monde était bien assis. Monsieur le recteur commence à parler. Et puis, bon, visiblement, il y a quelqu'un qui devait avoir envie de faire pipi. Donc qui s'est levé discrètement, qui ne connaissait pas. Le banc, puis ça vibre en plus, il vibre. C'était sublime. À filmer, là, à filmer, vous voyez. Mais bon, ça se répète un peu. Hein? Le théâtre d'impro, là. Voilà, oui, oui. Ok, bon, bah écoute, bon, je vois que tu as beaucoup de projets, beaucoup de passion. Donc, en plus. Alors, il reste du temps libre dans tout ça? Mais je n'ai que du temps libre. Ah, bah alors il faut faire... Je n'ai que du temps libre, je suis faut monter un cours de théâtre. Je vis seul. À la Carnière. Voilà, et depuis que j'ai quitté l'éducation nationale, je ne me voyais pas vieillir l'après-midi devant ma télévision en attendant... Dommage, l'effet de l'amour quand même. Oui, en attendant l'éventuel retour du commissaire Derrick. Hein. Ah, Derrick. Voilà. Oui, parce qu'entre Derrick et les feux de l'amour, il y a de quoi s'occuper. Il y a de quoi s'occuper quand même l'après-midi. Ah non, puis bon, voilà quoi. Ok. Bon, eh bien écoute, tu nous as dit beaucoup de choses. Enfin, j'ai bien parlé. Tout a l'air passionnant en tout cas. Non, mais c'est bien, c'est bien. Des adresses, des endroits. Et puis non, puis on sent que on sent ta passion, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est pas. Ok. Attends. Il y a une question. Une question? Si, oui, j'en ai encore une. Oui, j'en ai encore, mais... J'ai lu mon texte. J'en ai encore. Alors, on va revenir un peu sur la ville de Saint-Priest. Oui. Est-ce que tu t'es d'abord facilement fondu dans Saint-Priest? Tu m'as dit tout à l'heure, je suis un Saint-Priest. Oui, je suis devenu un Saint-Priest. Voilà. Les premières années, ça a été un peu difficile. Un peu difficile parce que j'avais un métier... co-dirigé, et en particulier la deuxième année, j'ai carrément dirigé tout seul parce que le monsieur qui était principal en chef, il était malade, donc je me suis retrouvé plus ou moins. Et ma femme venait de changer de poste, elle devenait institutrice de SECPA à Gérard Philippe. Donc on sert tous les deux sur Saint-Priest, on a travaillé jusqu'à ce qu'elle décède. Bon, bref. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de sortir. Donc, c'est vrai qu'on a fréquenté l'embryon de ce qu'était le début du Ciné 89, la médiathèque, et ça fait un parcours Colette, Cinoche, Colette TTA, Colette médiathèque, et puis on fréquentait. Bien sûr qu'il y avait un certain nombre de profs, je pense à M. Labarde, des gens comme ça qui sont connus, qui étaient déjà sur Saint-Priest. Monsieur Vive, tout ça, bon, oui, tous les légendaires de Colette, je pourrais tous vous les citer, j'ai des anecdotes. Bon, on les a eu, je les ai eu. Voilà, Rouvière. Oui, Rouvière. Et donc, c'est vrai que on causait, mais j'étais pas intégré dans la vie. C'est un peu plus tard, à la fin de ma période de Colette, qu'avec mon épouse on a décidé d'aller chanter à la chorale, enfin la chorale officielle de l'école de musique. Et puis Julie avait fait ses premiers pas au piano, etc. Donc là c'est vrai que je me suis plus intégré. Bon, je me suis d'autant plus intégré que j'étais plus dans Saint-Priest comme poste. Oui. J'étais en centre-ville à Dargent, dans Lyon 8e et Lyon 3e. Donc je pouvais distancier. Tout à fait. Voilà, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. Donc, effectivement, on avait monté, j'ai oublié de le dire, mais ça, c'est un projet important. Quand j'étais au Collège Colette avec Daniel Guyot, le chef de 2T3L qui était prof de musique, on avait monté une classe musique. C'est nous qui l'avons inventé tous les deux.
en 88. D'accord. C'est devenu, après moult péripéties, c'est devenu la CHAM. La fameuse CHAM de Colette, la classe musique spécialisée, etc., etc., etc. Bon, il a fallu le tenir parce que ça n'intéressait pas bien le rectorat d'avoir un pôle musical, moyen. La ville, ça l'intéressait un peu plus, mais ça a été un peu difficile au début. Voilà. Il a fallu... C'est vrai que j'ai été négocié avec Paul Gall, qui était le maire de l'époque, avec Bacalon. Ils étaient un peu surpris de ma démarche. Parce que bon, c'est vrai qu'on se disait qu'il valait mieux faire des heures de soutien à nos pauvres élèves qui sont en difficulté, plutôt que de créer un pôle musique. Et moi je dis qu'il faut faire les deux. Oui. Et que de mettre, excusez-moi, mais quelquefois des classes, non pas d'excellence, mais des classes à projet, qui ramènent des élèves qui sont relativement motivés. D'accord ? Ça permet de rétablir une certaine mixité, et c'est toujours bon dans un collège. Bien sûr. Voilà. Donc on a monté un orchestre dans ce collège, et puis pendant des années, on a fait des textes, on a joué, on a fait des espèces d'opéras pour gamins, des choses comme ça. Voilà. Donc là, ça a permis effectivement de rencontrer des gens, d'en rencontrer plus, de s'intégrer. Alors depuis que je suis pensionné, comme je ne voulais pas rester les deux pieds chez moi, ni aller me coller contre ma fille qui était à l'autre bout de la France, j'ai fait ça. Puis, vous savez, au bout d'un moment, un truc en emmène un autre. La nature a la horreur du vide. Voilà. Alors, là, je me sens vraiment sans Prio. Oui, c'est ce que... Voilà, j'ai participé, par exemple, à la dernière campagne des municipales, des choses comme ça. Oui, tout à fait. La vie sans Priote. Je suis bien là. Alors, quand tu es arrivé à Saint-Priest, tu as eu une vision de la ville. Quelle était-elle et quelle est celle que tu as maintenant? C'est un peu complexe. La première fois que je suis arrivé à Saint-Priest, ça remonte à 1970. Pendant un trimestre, avec mon copain, on jouait de la guitare. Et il était stagiaire instituteur chez une institutrice, qui était sa maîtresse de formation, d'origine corse, qui dirigeait un atelier de danse folklorique. Donc je suppose que vous la connaissez, parce qu'elle travaillait au château, qui était à l'époque la MJC de l'époque. Donc la première, effectivement, fois où j'ai vu Saint-Priest, c'est la salle du château, qui était encore salle du château. C'était vraiment un château. Hein. La salle était légèrement en contrebas, il y avait des gros pavés. Quand on dansait les danses serbes, il y a des coups, ça partait sur les côtés. Voilà, voilà la vision que j'avais. J'étais au collège Colette, et un hiver, un premier hiver, il avait beaucoup neigé. Ma femme me dit, vous savez, on avait un terrain immense à Colette, à l'époque. C'était immense le terrain. On n'a plus l'impression maintenant. Tout ce que vous voyez, c'est-à-dire le terrain du lycée, jusqu'au fond, jusque derrière le garage Citroën de l'époque, pratiquement jusqu'à la rue du lycée, jusqu'à la place qui est là, c'était un grand terrain qui dépendait de Colette. On a mis nos skis de fond et on a fait 4 boucles de ski de fond. Et en restant chez nous. Et à la 4e, on a vu que sur le bord, juste derrière le garage, il devait s'appeler Mathian, je crois. Mathian. Voilà. Il était à Colette d'ailleurs. Voilà. Juste Bruno. Derrière le garage, collé contre le garage, il y avait une ferme qui empiétait sur le terrain. Et on est allé les voir. Bonjour. On n'est pas devenus amis. On a commencé à discuter. De temps en temps, ma fille traversait tout le terrain et il lui donnait des œufs. Voilà, Colette en 1986. C'est ça. Voilà. Il y a un monde. Et il y a un monde. Oui. Et puis après, on a vu pousser en haut, pousser en bas. On a vu arriver, c'était dans mon bureau, dans l'ancien Colette, un pailleron, je vous signale, hein, quand même. J'ai vu arriver dans mon bureau 2 sociologues, jeunes, qui m'ont dit, oui, on fait des études, etc., etc. Et on a commencé à me parler du nouveau projet. C'est-à-dire de faire une trouée verte qui devait relier Bel-Air au centre-ville, parce qu'ils avaient compris que les gens de Bel-Air ne descendaient pas en centre-ville, ils restaient au quartier. Moi, les gamins, ils disaient dans la cour, tu vas au quartier, quand ils parlaient de Bel-Air, ou de Ménival éventuellement. Voilà. D'accord. Et donc, c'était ça, Saint-Priest. Il y avait un noyau vachement sympa,
il y avait un noyau un peu dur, un peu rébarbatif, il y avait un espèce de suma. Puis en face, il y avait la mairie qui me paraissait pas super belle à regarder, enfin je veux dire architecturalement. Ça faisait un peu béton, un peu dur, un peu triste. Hein. C'était pas dégagé, il y avait plein de grands immeubles. Donc il y avait ce centre-là, il y avait aux alentours de la place, de l'autre côté en haut de la rue Maréchal, qui était, j'avais l'impression, si vous voulez, de 3 ou 4 plots posés côte à côte. Oui, c'est ça. Et le truc qui était, il faut être clair, bon, pour moi, le plus sympa, c'était le village. Voilà. Le village. Le village. Qui a gardé quand même une. Voilà, et il y a une âme, oui. Le seul truc dont on se demande, c'est pourquoi, pourquoi le village se développe pas, puisqu'on a une mairie qui veut relancer le petit commerce. C'est là, à cet endroit-là. Il faut piétonner les rues du. Enfin, je sais pas, piétonner peut-être les rues du village et en faire un pôle artisanal, peut-être. Peut-être. Pourquoi pas? Parce que, bon, si vous êtes à la terrasse d'Alardon en plein été, vous n'espérez qu'une chose, en regardant votre bière, c'est pourquoi on n'a pas construit un terrain de boules. On se croirait, on va tourner Marius, quoi. Pourquoi pas? Hein, c'est déjà voilà bien, il y a une âme, il reste des commerces. Il reste une âme. Il y a des commerces, ouais, ça bouge pas trop. C'est déjà. Parce qu'on va dans des villes pas si loin, quand on va à Mions, c'est l'horreur, Mions. Le centre-ville de Mions, c'est l'horreur. C'est cité dortoir, c'est une cata. C'est une catastrophe. Ils n'ont pas préservé leur petit commerce. On trouve que des coiffeurs, des coiffeurs, il y a des banques, et les opticiens. Voilà. Ok. Alors. Il doit rester une question. Non. C'est ce que je demande toujours. Une anecdote. Oh, alors, tu as 2 minutes pour nous conter une anecdote. On va faire du storytelling. Et je pense que tu en as énormément dans ta tête. Alors, j'ai réfléchi. J'en ai passé, puisque j'avais lu, mais j'en ai passé en revue une demi-douzaine depuis ce matin. Et puis j'en ai quand même une quand même. Croustillante. Ouais, non. Une sympa. Et un sympa et émouvant. Ah. Comme quoi, si tu veux, c'est important de faire passer des choses. Voilà la morale. J'ai à peu près, je suis à l'école normale d'instituteur, c'est mon grand moment de vie, pour rigoler, comme tout adolescent, quand c'est bien. J'ai 18 ans, je suis en terminale philo, on nous a foutu la paix, on nous a mis tout seul dans une étude, voilà, quand on a fini, on va se coucher, c'est extraordinaire, hein. Les années 65, 6, 7, 8, faut quand même pas... Et un de nos instituteurs surveillants, puisque c'était des instituts qui reprenaient leurs études et qui avaient pour 1 an, 2 ans, 3 ans des postes de surveillants. Donc autant dire qu'avec des types de 18 ans, des instituteurs surveillants, ils étaient très sympas, très cool. Il arrive et il rentre dans l'étude et il voit, j'étais en train de bosser avec le copain, il y a Poirier, Jeannet, ça vous intéresse, un spectacle au théâtre qui n'était pas encore le Théâtre National Populaire, qui est au théâtre de Villeurbanne ce soir. Ouais, bah oui, tiens donc. Il dit, attendez, je vous emmène et je vous ramène, je vous laisse pas boire. Voilà, d'accord. Donc il nous emmène dans sa belle, c'était une Dauphine décapotable. Et classe. On arrive dans la salle, donc ça devait s'appeler le Théâtre de la Comédie ou quelque chose, je ne sais plus. Enfin, c'est la salle de Villeurbanne, avant que ça devienne le grand TNP et tout et tout. Donc salle classique. Et bon, on s'assoit, habillé, parce qu'on est en 66 ou en 65. Pour sortir, on sortait. On voit arriver sur les... Ils nous avaient pas trop dit ce que c'était. On voit arriver sur la scène un noir en costard, puis un deuxième noir en costard, puis un troisième noir en costard, puis voilà. On remarque en rigolant, parce qu'à cet âge-là, on regarde toutes les conneries, qu'il manquait à tous 10 cm, vous savez, de pantalon. Ah. Vous vous rappelez l'époque, il manquait toujours 10 cm de pantalon, vous voyez, 5 cm de chaussettes, avec des grandes chaussures noires bien brillantes. Oui. Et le type qui était au milieu commence à attaquer un truc. Bon, mais qu'est-ce que c'est? C'était John Lee Hooker. Ah, quand même. Le type qui était derrière, T-Bone Walker qui faisait la deuxième guitare. Au piano, Curtis Jones. Ils étaient perdus. Waouh.
Mais ils s'étaient perdus là. Non, c'était la grande tournée, Lippmann & Rowe, c'était des Allemands qui faisaient ça, qui s'appelait l'American Folk Blues, machin. C'était la première année qu'ils venaient en France, c'était la seule date, c'était à Villeurbanne. Nous, on était dans les 200 types ou 300 types qui étaient là. Je m'en suis jamais remis. Ah, mais Johnny Hooker, un monument, quoi. C'est un monument. Hooker, moi j'ai pris ça, j'avais 18 ans, j'ai pris ça dans la gueule. Ah bah oui. C'est le cas de dire que ça fait boum boum. Ah, ça fait boum boum. Bah oui, surtout qu'il est boum boum. Oui. Boogie Killen, il a tout mis. Oui. Je sais plus qui était je peux plus vous dire le nom du contrebassiste, mais c'était le contrebassiste légendaire de aussi. Donc il y avait vraiment une grosse. Il y avait vraiment une grosse formation. C'était la plus belle tournée qu'on pouvait imaginer. Clair. Les 5 ans qu'on suivit, j'en ai jamais raté une. Oui, j'imagine. Ouais. Voilà. Et puis j'ai 12 guitares à la maison et je suis tombé dedans et t'en ressors pas. Les copains de mon époque, ils étaient baba devant les Beatles et des trucs comme ça. Moi, ça m'a jamais pu traverser l'esprit, ces choses-là. Non, mais c'est sûr que si ça t'a été vendu par des types comme ça en face de toi, t'es obligé de tomber dedans, je veux dire. Oui, te retrouver en face de ça. Chaque fois qu'il est revenu sur Lyon. Après, c'est respect, quoi. Memphis Slim. T'imagines que dans un café, à Lyon, parce qu'il vivait à Lyon, en fait, à la fin de sa vie. Ah, d'accord. Ouais, tu rentres un soir, et il y a un type avec une bouteille de whisky sur le machin. Des doigts comme ça, 3 fois mes mains, et les doigts tous pattes. Ouais. Qui est en train de te chanter le blues de la grande buveuse de bière. Et toi, tu connais les paroles par cœur, et tu fais le contre-champ à côté. Tu fais machin, et le mec il te fait un grand sourire. Tu vois, je veux dire, tu tombes là-dedans, et c'est une passion. Machin, tu vas où? Voilà, c'est ça. J'imagine, j'imagine. Et j'ai une reconnaissance éternelle, je ne sais pas s'il vit encore, pour ce surveillant qui a eu le courage, il aurait pu y aller tout seul, ce con. Prendre sa bagnole, prendre son petit ticket, oui, mais des fois, le hasard fait bien les rentre choses. dans la salle, je dirais l'esprit pédagogique républicain, tu vois. Il va chercher 3 potages parce qu'il reste 3 billets, et il dit, voilà. Et c'est la même chose. Oui, non, mais c'est clair. Voilà, c'est ça. Ça, je trouve que si tu veux, il y a un passage. Tout à fait. Il y a un passage. Et alors, dire ça le surlendemain de la mort de B.B. King, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Je l'ai vu, B.B. King. C'est vrai. Ah, tu l'as vu aussi. Ça devait être quelque chose. Je les ai tous vus. Le seul que je n'ai pas vu, c'est un type qui s'appelle Lightning Hopkins, qui n'est jamais venu en France parce qu'il détestait la vie. Oui, ça c'est embêtant. Voilà. Après, à la nage, ça fait long quand même. C'est un autre qui a un truc, un autre, machin, puis j'ai fini. Superbe. Dylan, mes grandes passions. Bob Dylan, il a chanté à Fourvière il y a 20 ans. J'emmène ma maman et ma petite sœur, qui a quand même 20 et quelques années à l'époque. On s'assoit sur les marches, etc. Et puis ça commence, et j'entends une jeune fille, mais alors archi jeune fille propre, tu sais, bien, qui est en train de causer à sa copine qui est 4 ans au-dessus. Et elle dit ça. C'est le plus beau jour de ma vie. Oh putain, attends. J'ai eu le bac aujourd'hui. D'accord. Tu te rends compte? Et on est là avec papa, maman et grand-mère et on va voir Dylan. Bah tu t'en remets pas. C'est clair. Tu écoutes ça, c'est bon. Voilà. C'est clair. C'est clair. Merci. Bon pour ce soir. Merci pour tout ça. Franchement, c'était super passionnant. Donc là, alors comme de coutume à l'émission, Brigitte va nous donner les news de la carrière. On va le libérer peut-être parce que. Parce que tu dois. Ah oui, tu as un impératif horaire. Je vais faire répéter mes pauvres communes. Ah d'accord. Est-ce que on le fait tout de suite alors? Le jeu tout de suite. Alors oui. Alors jeu vite fait. Tu vas voir, c'est pas grand chose. Notre reconnaissance éternelle. Alors. Et puis une bordée de jeunes comédiens l'année prochaine. Pourquoi pas. Donc Corinne va peut-être te mettre en place rapidement. Donc voilà, Corinne va venir vers toi. Vous allez vous mettre tous les deux dos à dos, vous asseoir dos à dos, et c'est la rubrique qui s'appelle le dos à dos. Une chaise.
Donc voilà, tu viens avec ta chaise et elle va te poser des questions. Voilà, tu vas voir et tu réponds. Tout simplement. C'est pas des questions pièges, hein, c'est une petite façon de finir l'émission sur une note un peu détendue, humoristique. Voilà. Alors, on y va. Si je vous dis Saint-Priest, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, Saint-Priest, c'est quand tu prends Mappy, d'accord, tu cherches une rue que tu connais pas dans Saint-Priest, et tu as toute la liste des Saint-Priest de France qui déboule. Ah oui, et si tu fais pas gaffe, le deuxième derrière, tu cliques et c'est Saint-Priest en Jarez. Voilà. Ça, moi j'ai l'anecdote pour la foire aux plantes. Voilà. Voilà ce que ça me dit, Saint-Priest. Ça me dit aussi qu'il y a une rue Jean Gabin qui va apparaître. Ah, ça c'est bien. Oui. Il y a une rue Romy Schneider aussi. Oui, parce qu'il y a tout un quartier qui va être consacré aux rues du cinéma. D'accord, ben c'est bien ça. Ça c'est une bonne news. Il y a un endroit que vous préférez, Saint-Priest? Ah, le village. Et d'un et deux, la médiathèque. Alors, avez-vous été déjà acteur ou spectateur d'un événement Saint-Priest? Ah, de beaucoup. Le plus sympa qui me revient là comme ça, c'est la répétition du défilé de la Biennale dans les rues de Saint-Priest. Ah oui. En quelle année? Juste l'année dernière. L'année passée, là. Oui, l'année passée. Moi, j'ai dû faire... j'ai bien dû faire 250 photos. Ah oui. J'ai défilé à la nuit. Et alors, je terminerai par connaissez-vous des lieux pour pièces de théâtre à Saint-Priest? Ah oui, il y a la MJC. Oui, il y a le TTA. Oui, il y a la salle Chrysostome. Oui, il y a l'autre salle dont je me souviens plus le nom, qui est un ancien cinéma. Qui est le Concorde. Le Concorde, merci. Et j'aimerais jouer au Concorde. J'aimerais jouer au Concorde. Je ne sais pas si dans les nouveaux locaux de la Carnière, il y a un espace utilisable pour le théâtre. Mais on pourrait imaginer de faire un travail en été, dehors, parce que ça s'y prête. D'accord. Dans le parc, même là, on aurait très bien pu jouer. On aurait très bien pu jouer en mettant les gens assis sur le parking. On aurait très bien pu jouer le Marivaux. Ben écoute, on peut noter ça. Est intéressante, c'est sûr. On peut noter le message. J'ai vu il y a très très longtemps un remarquable. J'ai pas tout compris parce que c'était en croate. Ah oui. C'était à Dubrovnik, du temps où c'était encore la Yougoslavie, et où ils faisaient des choses ensemble, et que ça semblait bien. Dans la vieille ville de Dubrovnik, dans une minuscule place entre 4 maisons, ils avaient monté un Shakespeare. Les gens étaient assis sur des chaises, c'était gigantesque. D'accord. Bah écoute, on peut noter le message et puis pourquoi pas, comme ça fera plaisir à Louise. C'est fini. Eh bien Georges, on te remercie encore pour ton intervention, c'était... Merci non, ça continue, c'était super sympa. Mais on continue. On a bien compris que tu étais un homme de passion et de connaissances. Et donc merci à toi d'être venu, ça nous a fait super. Et on te libère, oui, pas de souci, on comprend. Merci, bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup Georges. Moi je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Et si tu as des fois des choses à dire ou à faire passer, l'émission est toujours ouverte. Ah, ça c'est très bien. Voilà. Parce que ça permettra peut-être d'amorcer je dirais pas un dialogue théâtral, mais oui, un dialogue théâtral, oui, pourquoi pas, avec la population, ou au moins celle qui tourne autour de la Carnière, etc. De dire qu'on fait des choses et que c'est des choses qui sont ouvertes, c'est pas un tout petit club qui fait son petit machin. Pourquoi pas. Merci encore. Merci. Et finissez bien la Merci soirée. à toi, Georges. Merci, merci beaucoup. Ah oui, c'est parfait. Voilà. Donc, alors après cette intervention plus que riche et passionnante de Georges Poirier, donc
comme vous l'avez compris, il avait un impératif, donc il a quitté l'émission un peu précipitamment. Hein. Voilà. Eh bien, nous revenons un petit peu sur Terre, on va dire, ça avec Brigitte, très dur, qui va nous... nous a emporté très loin, là. Brigitte, donc tu vas nous donner les news de la Carnière? Oui, il y a pas mal de choses, justement. Donc, on va commencer simplement par les inscriptions à l'accueil de loisirs. Alors, à partir du 1er juin et à partir de 9h, accueil de loisirs, inscription, vacances de juillet, du 6 au 31, en fait, uniquement pour les enfants de 3 à 12 ans venant en journée complète. Ça va se passer donc en 2 parties. Et ensuite, le lundi 8 juin, à partir de 9h, ce sera les inscriptions aussi pour le mois de juillet, pour les enfants qui, eux, viennent en demi-journée. Voilà, donc de toute façon, le secrétariat vous renseignera sur plus de détails. Voilà, hein, la première info, voilà, importante. Et puis après, alors, il se passe plein de choses à la Carnière, plein de choses en 2 temps. Il y a une semaine de programmation découverte, enfin une semaine, même 15 jours, du 26 mai au 12 juin. Et ensuite, il y a la fête de la Carnière, où il y aura aussi porte ouverte pendant toute la semaine. Donc je vais vous donner un petit peu du détail sur ces animations. La fête de la Carnière, donc vous avez des petites affichettes que vous pouvez retrouver, donc pareil à l'accueil de la Carnière, qui vous donneront tout ce détail. Donc on va commencer par le programme des découvertes numériques. Alors je vais regarder un petit peu les fiches, hein, parce que c'est très dense. Donc c'est à base de jeux numériques et ça se passe du 26 mai au 12 juin, donc dans les locaux. Le centre social donc vous propose des animations autour des jeux numériques et le but est de faire découvrir pour débattre, se poser des questions, trouver des réponses. Tout est en accès libre, donc vous venez quand vous voulez. Regardez le programme, prenez ce qui vous intéresse et n'hésitez pas à pousser la porte. Donc il y a des quiz et jeux libres à l'accueil. Le mardi 26 mai et 2 juin. Donc à partir de 15h entre autres, le jeudi 28 mai aussi à partir de 17h30, donc c'est pour ça, venez bien récupérer des plaquettes ou vous renseigner parce qu'il y a plein de détails dans les horaires et les choses qui vous sont proposées. Il y aura un quiz de connaissances autour des protections des données et des jeux de voiture, de LED, des courses, des réflexions, enfin c'est très dense. Ensuite il y aura des démonstrations de jeux vidéo sur console un mercredi, le mercredi 27 mai. Donc là, ce sera en fin d'après-midi, à partir de 18h30. Et ça sera animé par les jeunes qui font, entre autres, la Web TV La Web TV des jeunes. Donc, entre jeunes, ça devrait que bien se passer. Donc, n'hésitez pas non plus. Ensuite, il y a Testons les jeux gratuits sur les tablettes. Ce sera le lundi 1er juin, donc en fin d'après-midi aussi, à partir de 18h. La découverte justement du projet Web TV Jeunes. Là, donc, les jeunes de la web vous présenteront leur travail et vous expliqueront un petit peu ce qui se passe à la Web TV, comment ça se passe, quelle est leur action. Et voilà, venez vous exprimer, venez rejoindre pourquoi pas l'équipe aussi. Donc, ça sera le mercredi 3 juin. Il y aura un tournoi de Wii Sport et Bowling. Ça sera le jeudi 4 juin. 2015 de 14h à 16h et ça fera partie des jeudis découvertes, donc c'est un cas un petit peu particulier. Il y aura Game Over, le règne des jeux vidéo, le jeudi 4 juin et là ce sera en fin d'après-midi à partir de 16h30. La grande soirée des jeux numériques la grande soirée des jeux numériques en famille. Alors là c'est un événement bien sûr et en famille, retenez bien ça. Ça sera à vous de jouer, des jeux numériques en famille de 16h à 22h, donc toujours au centre social. Vous pourrez aussi amener vos jeux. L'information est donnée, donc vous pourrez partager donc en amenant des jeux qui vous intéressent, faire connaître à d'autres ou ainsi de suite. Donc le 5 juin. Et il y aura aussi la participation du Biche de Saint-Priest. Donc n'hésitez pas à venir ce jour-là, il y aura des choses très intéressantes à partager. Le parcours d'un joueur vidéo devenu game designer. Alors ça sera le vendredi 12 juin 2015, là ce sera en soirée à partir de 19h. Parcours, métier du jeu, les publics. Et c'est une personne, un intervenant, c'est Vincent Gaillard qui est un game designer et concepteur multimédia. Là, il y a une particularité, c'est sur inscription. Il y a des places limitées, donc n'hésitez pas à venir vous renseigner, vous inscrire au plus tôt. Ça risque d'être une soirée intéressante, en tout cas pour ceux qui sont intéressés, pour les parents qui sont intéressés
autour des métiers du jeu, etc. Mais aussi de savoir quelle est la vie. Là maintenant il a plus de 25 ans, il a 30 ans. Donc sa passion c'est les jeux. Donc les jeux numériques. Donc du coup ça permet aussi de voir un petit peu comment on peut s'en passer. Et souvent on voit le jeu numérique aussi négativement. Donc là je pense que c'est un beau parcours. Oui, non mais c'est clair. Voilà, donc et du 26 mai au 12 juin 2015, exposition Les règles du jeu à l'accueil. Donc, information au centre social, tout se passera au centre social. Donc, je rappelle les dates, du 26 mai au 12 juin. Et donc, à retenir aussi les jeux numériques, pour clore toute cette quinzaine, les jeux numériques en famille, la grande soirée, le vendredi 5 juin 2015, donc de 16h à 22h. On vous attend nombreux. Voilà, on vous attend nombreux. Regardez ces petites plaquettes très dynamiques. Venez les consulter, vous aurez tout le détail. Donc, on vous attend. Voilà en ce qui concerne donc le programme sur les jeux numériques de cette quinzaine. Et ensuite, alors du 15 au 19 juin, les activités Carnière ouvrent leurs portes. C'est-à-dire que tout ce qui vous est proposé à la Carnière, que ce soit de la gym, de la couture, encore du multimédia, puisque ça fait partie des activités Carnière, vous pourrez venir rendre visite pendant les activités. Vous pourrez vous initier, vous pourrez poser des questions, vous renseigner, essayer. Voilà, donc les animateurs vous recevront, les gens qui participent vous montreront leur travail. Ce sera encore du 15 au 19 juin des journées de partage. Il y aura aussi des expos et des démos. Et la journée de clôture avec animation sera le 19 juin à partir de 16h. Donc vous aurez aussi tous les renseignements détaillés sur le site de la Carnière. Je mets le téléphone aussi en direct. Il y aura le téléphone, il y aura voilà, tout ce qu'il faut. Le téléphone, là. Le téléphone. Là. Ah, pardon. Et il y aura aussi, donc, pendant ces journées-là, des expositions, comme je vous disais, des démos, expositions entre autres du 15 au 19 sur le thème autour de l'humour et du voyage, les photos qui ont été réalisées par cette section d'animation. Voilà, alors donc plein de choses en prévision sur cette fin mai et le mois de juin. Et puis pour clore toutes ces activités, on va parler des jeudis découvertes. Je ne vous ferai pas le détail, mais je vous signifie simplement qu'il y a une sortie de fin d'année qui sera réalisée. Le programme, c'est balade autour du lac des Sapins avec baignade, pédalo. Donc une sortie qui sera à prévoir en car, tout est prévu en sorte. Et c'est une sortie à la journée, donc à Cublise. Par contre, ne tardez pas, il y aura inscription et participation de 6 € par personne. Donc voilà, quelque chose de super intéressant qui sera partagé avec le CCAS et tous les centres sociaux. Voilà. Et puis aussi pour rejoindre les animations concernant la fête de la Carnière, il y aura le 18, pardon, je ne vous ai pas donné la date, ce sera le 11 juin cette sortie de fin d'année. Et le 18 juin, ce sera un atelier gourmandise pour la préparation de la fête de la Carnière. Donc il y aura la préparation de gâteaux. Donc toutes les personnes qui auront la gentillesse de venir aussi préparer toujours dans la bonne humeur, hein. Ça, il n'y a pas de secret, c'est comme ça que ça se passe. Généralement, donc oui. N'hésitez pas. Et puis voilà, en gros, donc autrement le détail, vous le retrouverez toujours à la Carnière et sur le site. Eh bien, on va pas s'ennuyer. Donc non, on ne s'ennuie pas. Tous les jours, il se passera quelque chose à partir de mi-mai. Voilà. Donc, je crois qu'on va conclure cette émission qui a été un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est vrai que notre ami Georges était tellement prolifique en anecdotes, en récits. Passionnant. Et c'est vrai qu'il nous a fait sentir sa passion. Enfin voilà. Donc, je remercie à nouveau l'équipe qui a œuvré pour cette émission. Il y a quelque chose sur le chat ? Tout simplement, donc, une internaute, Louise, qui nous qualifie d'émission de sympathique. Eh bien, on remercie Louise. Merci beaucoup Louise, merci de nous avoir suivis. On transmettra ses liens à ses collègues de Paris. Ah bah écoute, parce que Louise est une Parisienne. Louise est une Parisienne. D'accord, donc collègue de Paris, donc c'est super sympathique. D'accord, et bah écoute merci. Louise,
La Web TV fait ses pas jusqu'à Paris, c'est bien. On a déjà donc voilà. Alors voilà, donc je remercie à nouveau l'équipe. Je remercie Georges qui n'est plus là, mais je le remercie encore une fois de son intervention qui a été brillante et passionnante. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. 16 juin. Le 16 juin, voilà, le 16 juin. Donc, alors je dis pas même heure, puisqu'aujourd'hui c'était une heure exceptionnelle. Donc le 16 juin, ça sera l'horaire habituel, 19h45, le direct. Donc voilà. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous donc le 19 juin pour une nouvelle émission. Merci à tous. Merci. Au revoir.